Chers élèves, bonjour. Après avoir étudié la fleur et déterminé les organes reproducteurs mâles et femelles, et après avoir déterminé le lieu de la production des gamètes mâles et femelles, on a vu qu'après la maturation des anthères, les grains de pollen tombent sur le stigmate, le stigmate des pistils. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Dans cette troisième séance, on va voir comment ça se fait la pollinisation, c'est-à-dire comment ça se fait le transfert des grains de pollen de l'étamine vers le pistil, comme vous le voyez sur cette photo, hein, et comment se fait la rencontre entre le gamète mâle et le gamète femelle, puisque le gamète mâle, pour l'instant, il va se déposer au niveau du stigmate, et alors que le gamète femelle, il se trouve au niveau de l'ovaire. Donc dans cette séance, on va entamer deux axes, hein, la pollinisation, hein, et la germination des grains de pollen. Donc on va commencer par la pollinisation. Et bien sûr, on va essayer de dégager l'importance de la pollinisation à travers des expériences. On va commencer par la première expérience. Donc on va placer, comme vous le voyez, un capuchon, c'est-à-dire un capuchon de gaz, c'est une sorte de tissu, autour d'une fleur non épanouie de tulipe. Et on laisse ensuite cette fleur s'épanouir à l'intérieur du capuchon. Donc on constate, comme vous le voyez, que la fleur, après un certain temps, se transforme en fruit contenant des grains. Au niveau de l'expérience 2, hein, donc le paramètre qu'on a fait varier au niveau de l'expérience 2, c'est qu'on a enlevé les étamines. C'est la même expérience que l'expérience 1, mais on a enlevé les étamines et on a laissé la fleur à l'intérieur du capuchon de gaz. Dans ce cas, comme vous pouvez le constater sur l'expérience au niveau de schéma, que la fleur s'est fanée, ne s'est pas transformée en fruit contenant des graines. Et de là, bien sûr, on peut déduire que les étamines sont nécessaires pour la transformation de la fleur ou bien des pistils en fruits. Au niveau de l'expérience 3, c'est à peu près la même expérience que 2, mais on a varié un autre paramètre, c'est qu'on a, si vous voulez, saupoudré le pistil avec des grains de pollen de l'étamine, toujours de la tulipe. Dans ce cas, hein, bien sûr, on ouvre la gaze, hein, le temps de déposer sur le pistil le pollen de notre fleur de pistil, ou bien du tulipe, pardon. Dans ce cas, on constate que la fleur s'est transformée en fruit mûr avec des graines. Et de là, on peut déduire que les grains de pollen sont très importants pour la transformation de la fleur en fruits contenant des grains. Donc l'interprétation des trois expériences. Au niveau de la première expérience, on a une fleur avec un pistil et des étamines. Dans ce cas, la fleur donne un fruit. Donc l'élément ou bien les éléments nécessaires pour la formation des fruits sont présents au niveau de la fleur. Au niveau de l'expérience 2, la fleur ne donne pas de fruits, donc les étamines sont nécessaires pour la transformation de la fleur en fruits. Au niveau de l'expérience 3, les grains de pollen sont responsables de la transformation de la fleur en fruits. Donc au niveau de la conclusion, je dirais que la formation des fruits nécessite le dépôt des grains de pollen sur le stigmate du gynicée. Le transfert et le dépôt des grains de pollen sur le stigmate constitue ce qu'on appelle la pollinisation. Ce processus, elle fait souvent intervenir des agents pollinisateurs ou bien des agents de pollinisation qu'on va essayer de découvrir à travers les activités qui viennent. Donc là, les agents pollinisateurs, bien sûr les agents qui permettent le transfert ou bien le transfert des grains de pollen des étamines vers le stigmate des pistils sont diverses, comme on le voit à partir de la photo. Donc on voit dans la première photo la dispersion des grains de pollen par le vent suite à une agitation
une agitation des rameaux, on voit la libération des grains de pollen. Donc le vent assure le transport des grains de pollen. Au niveau des autres schémas, on voit des insectes qui bien sûr visitent des fleurs en vue de butiner, si vous voulez, le nectar ou bien des éléments nutritifs, et entre-temps, ils participent au transport et transfert des grains de pollen d'une fleur à une autre. Là, on a également d'autres pollinisateurs, il s'agit en l'occurrence des oiseaux. Donc les oiseaux participent également dans le transfert des grains de pollen en passant d'une fleur à une autre. Un autre type, un autre mode de pollinisation, il fait intervenir l'homme dans des buts de production agricole, de production dans la production des dattes. L'homme recourt à la pollinisation artificielle. Donc on peut distinguer ici une pollinisation artificielle, une pollinisation naturelle qui se fait par le vent, qui se fait par les insectes, les oiseaux, etc. Donc là, ce sont des photos, on va les passer en revue rapidement. On voit la pollinisation qui se fait ici par les oiseaux. Là, se fait par la chauve-souris. Là, ce sont des photos qui montrent également la pollinisation qui se fait par des insectes. Maintenant, on va entamer ou bien on va étudier les différents types de pollinisation. Vu l'organisation des plantes, en ce qui concerne les fleurs, donc, parce qu'on a vu dans la première séance qu'il y a des plantes qui sont dioïques, qui sont monoïques, qui sont bisexuées ou unisexuées. Donc on va essayer de déterminer les types de pollinisation. Donc à partir de schémas de droite, donc vous voyez que on a représenté le transfert des grains de pollen par une flèche. On voit que les grains de pollen de l'étamine d'une fleur vont se déposer sur le pistil ou bien le stigmate du pistil de la même fleur. Dans ce cas, on parle d'une autopollinisation. Donc c'est une autopollinisation. Dans l'autre cas, on voit qu'il y a un transfert croisé de grains de pollen, c'est-à-dire que les grains de pollen d'une fleur vont être transférés, vont être déposés sur le stigmate du pistil d'une autre fleur et vice-versa. Et dans ce cas-là, on parle d'une pollinisation croisée. Donc c'est une pollinisation croisée qui est l'opposé de l'autopollinisation. Cette pollinisation croisée, elle est tributaire, elle est impérative dans le cas des plantes à fleurs unisexuées, comme on le voit sur le schéma. Chez le maïs, on a des fleurs mâles et des fleurs femelles, donc il est important que la pollinisation soit croisée, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un transfert des grains de pollen des fleurs mâles vers les fleurs femelles, comme vous le voyez sur le schéma. Donc là, c'est une petite animation pour vous montrer le processus de pollinisation croisée. Donc on a deux fleurs, bien sûr, chaque fleur sera visitée par une abeille. Donc l'abeille va butiner dans une fleur. En même temps, elle va transporter des grains de pollen au niveau de ces parties de son corps. Après, il va visiter une autre fleur. Entre-temps, bien sûr, il va déposer les grains de pollen de la fleur, de la première fleur, dans la deuxième fleur. Donc, on va définir maintenant l'autopollinisation et la pollinisation croisée. L'autopollinisation, c'est la pollinisation ou bien la pollinisation directe. C'est quand le pollen de la fleur atteint le stigmate de la même fleur. C'est un mode observé chez les espèces bisexuées. La pollinisation croisée, c'est quand le pollen d'une fleur atteint le stigmate d'une autre fleur de la même espèce. C'est un mode qui est bien sûr obligatoire chez les espèces monosexuées et chez les espèces bisexuées, mais à maturation différée des organes sexuels. C'est-à-dire, dont les organes sexuels mâles et femelles n'arrivent pas à maturité en même temps. Donc, on parle d'une maturation différée dans le temps, ou bien en présence de barrières morphologiques.
Maintenant, après le dépôt du grain de pollen sur le stigmate des pistils, il se pose un autre problème, c'est comment le gamète mâle contenu dans le grain de pollen va arriver jusqu'à l'ovule contenu dans le sac embryonnaire de l'ovule. Donc la pollinisation permet bien sûr le transport du grain de pollen sur le pistil d'une fleur. Donc, comment se fait la rencontre des cellules reproductrices? Donc, pour répondre à cette question, on vous propose une expérience. Donc, on a deux boîtes de Petri. On a mis dans des boîtes de Petri un milieu nutritif qui contient les conditions nécessaires pour la germination des grains de pollen. Bien sûr, on va laisser les grains de pollen qu'on a déposés sur ces boîtes, on va les laisser pendant un certain temps. Donc au niveau de la première boîte, on a mis uniquement les grains de pollen. Au niveau de la deuxième boîte, on a mis au centre un fragment de pistil renfermant des ovules. Au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'au niveau de la première expérience, les grains de pollen germent et forment ce qu'on appelle des tubes polliniques. Le même résultat, on l'a obtenu au niveau de l'expérience 2, sauf que dans la première expérience, les tubes polliniques ne sont pas orientés, ils se développent dans des sens divers, mais dans la deuxième expérience, on voit que les tubes polliniques sont orientés vers le centre de la boîte de Petri où il y a le fragment de pistil contenant les ovules. Et de là, on peut déduire qu'au niveau du fragment de pistil qui renferme des ovules, il y a des substances qui attirent le tube pollinique vers le pistil. Donc, dans le lot témoin, l'expérience 1, les tubes polliniques n'ont pas de direction particulière. Par contre, dans le lot expérimental, les tubes polliniques sont dirigés vers le pistil et on en déduit que le pistil attire chimiquement les tubes polliniques. Donc, après avoir étudié le processus de la germination de grains de pollen, donc ça va nous servir bien sûr pour comprendre comment se fait la rencontre des gamètes mâles avec les gamètes femelles. Donc, à partir du schéma, on voit que après le dépôt des grains de pollen, le grain de pollen, lorsqu'il est déposé sur le stigmate, il trouve les conditions nécessaires à sa germination. Donc, il y a formation d'un tube pollinique qui s'insinue ou pénètre dans le style du pistil. Donc, l'autre schéma nous montre également l'avancée du tube pollinique au sein des styles. Et on voit le noyau de la cellule reproductrice qui suit bien sûr le noyau de la cellule végétative qui dévance à l'intérieur du tube pollinique. Donc, au niveau de ce schéma, on voit à gauche une photo réelle de la germination d'un grain de pollen avec formation d'un long tube pollinique qui permet bien sûr le transfert des gamètes mâles comme on va le voir à partir du schéma au milieu. Donc, au niveau du schéma au milieu, on voit que lorsque le grain de pollen il germe, il y a formation de tube pollinique qui va, si vous voulez, qui va sortir à partir des pores. Donc, on a déjà parlé des pores et leur importance dans la germination. Donc, il va faciliter la germination et la formation des tubes polliniques. On voit le noyau végétatif à l'avant du tube pollinique. C'est normal puisque c'est le noyau végétatif qui est responsable des synthèses cellulaires qui permettent bien sûr la formation du tube pollinique. Après, on voit que la cellule reproductrice, il suit, si vous voulez, suit le noyau végétatif au niveau du tube pollinique. Donc, au niveau du schéma B, on voit que lors de la germination, la cellule reproductrice subit une mitose pour donner deux cellules haploïdes, puisque la cellule reproductrice est haploïde, et puisque la mitose c'est une division conservatrice, donc il va donner deux cellules haploïdes qu'on appelle des entérozoïdes, qui sont bien sûr les gamètes mâles.
Donc au niveau du C, c'est la même chose, c'est presque la même chose, mais on constate qu'à l'arrivée du type pollinique au niveau du sac embryonnaire, on voit la dégénérescence du noyau végétatif, hein, puisque le type pollinique a fait son travail et il a fait avancer les deux gamètes mâles vers le sac embryonnaire où il y a l'oosphère ou bien le gamète femelle. Donc on voit ici l'arrivée de deux gamètes mâles ou bien les deux entérozoïdes qui vont pénétrer au sein du sac pollinique, au niveau du sac embryonnaire, bien sûr pour réaliser ce qu'on appelle la fécondation, c'est-à-dire la rencontre des gamètes mâles avec les gamètes femelles. Donc au cours de la pollinisation, les grains de pollen sont déposés sur le stigmate au niveau duquel ils germent. Cette germination se manifeste par la formation d'un tube pollinique qui s'allonge grâce à son noyau végétatif et qui est suivi par la cellule génératrice qui, après une certaine période, elle va se diviser pour donner deux gamètes mâles ou bien deux entérozoïdes qui sont l'équivalent de deux spermatozoïdes chez les animaux. Donc, après l'arrivée, si vous voulez, des deux gamètes mâles au niveau du sac embryonnaire, donc, il va se passer le processus de la fécondation. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va voir les phases de la fécondation et le devenir des pistils après la fécondation. Et au revoir à la prochaine séance, Inch'Allah.